Souviens-toi du film Ready Player One. Tu sais, ce film où le monde réel est devenu tellement naze que la majeure partie de la population passe sa vie dans un monde virtuel appelé l'Oasis. Et si c'était bientôt plus de la science-fiction? Et si ce monde réel était bien plus proche que ce que tu penses? T'as sûrement entendu parler de la nouvelle ambition du groupe Facebook, fraîchement renommé Meta. Le projet est clair, créer le successeur d'Internet tel que nous le connaissons. Le métaverse, contraction de méta et univers, que l'on pourrait interpréter comme au-delà de l'univers. Un univers virtuel où tout est possible, les seules limites sont celles de notre imagination. Mais au fait, c'est quoi un métaverse? D'où vient le terme métaverse? Le terme est apparu dans un roman SF des années 90 appelé Snow Crash, le samouraï virtuel, en français écrit par Neal Stephenson. Prenons un exemple plus récent. Je dois avouer que j'aime bien la vision proposée par Steven Spielberg dans Ready Player One, le film adapté du roman de Ernest Cline, Player One. Dès les premières minutes, le héros nous explique que dans l'Oasis, le métaverse du film, il est possible d'escalader l'Everest avec Batman, de surfer les plus grosses vagues au monde avant de descendre une pyramide à ski. Bref, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Un jeu vidéo géant à l'échelle de l'univers. Je sais, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais moi je dois avouer que je suis vraiment hypé. Pour se balader dans ce nouveau monde, t'as besoin d'un avatar. Un avatar, c'est une représentation virtuelle de ta personne qui peut se décliner sous une multitude de possibilités. Sexe, genre, ethnie, race et j'en passe. Oui, j'ai bien dit race parce que si t'as décidé d'être un wiki, tu peux aussi. Les avatars peuvent représenter des personnages fictifs mais aussi ton jumeau numérique modélisé en 3D. Les dernières démonstrations dans le domaine sont assez flippantes. Tu peux regarder du côté de Microsoft, de Facebook ou encore de Nvidia, il y a des trucs vachement intéressants. Bon, se balader dans un monde virtuel, on connaît déjà. On avait déjà eu un aperçu avec le jeu Second Life sorti au début des années 2000. Bien que tombé dans l'oubli, il proposait à n'importe qui de vivre une vie virtuelle par le biais d'un avatar. Aller en boîte, rencontrer des gens, aménager son appart, aller au boulot, tu pouvais à peu près tout faire dans Second Life. Pour l'époque, je dois avouer que c'était assez ouf. La vision des métaverses dans la science-fiction est souvent pessimiste. Le constat de départ est souvent le même. Les métaverses sont créés dans des mondes dystopiques en alternative au monde réel. Trop de choses vont mal dans le monde réel, donc on crée un monde virtuel. Dans ce monde-là, tout le monde peut s'évader pendant des heures, voire y passer la majorité de son temps. L'économie du monde virtuel vient supplanter celle du monde réel. On retourne dans la réalité pour faire des choses basiques que l'on n'a pas réussi à numériser, à savoir manger, dormir et faire caca. On peut alors se poser la question suivante. Pourquoi Facebook renomme sa maison mère et se lance dans la création d'un métaverse? Oui, pour rappel, Facebook ne va pas disparaître loin de là. Le site Facebook restera le réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est détenu par la société mère Facebook Incorporation et c'est cette dernière qui sera renommée Meta pour être plus en adéquation avec leur nouvelle vision long terme. À peine annoncé, certains crient déjà au scandale. Comme tout changement majeur, on va pas se mentir, ça peut faire un peu peur. Mettons de côté le passé sulfureux de Meta en matière de protection de la vie privée quelques instants. Oui, et là je parle bien de la maison mère qui englobe Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie. Le métaverse imaginé par Meta et présenté par Mark Zuckerberg est légèrement différent de celui décrit dans Ready Player One. Il ne propose pas de remplacer la réalité à terme, mais plutôt de l'augmenter, et on va y revenir juste après. Dans le film, tous les personnages s'immergent dans des mondes en réalité virtuelle. Pour la plupart, ils vivent l'Oasis comme un énorme jeu vidéo. C'est là où la version imaginée et proposée par Meta du métaverse va un peu plus loin que la science-fiction. L'idée, c'est pas qu'on passe toute la journée dans un jeu vidéo, mais plutôt qu'on vienne ajouter du virtuel au monde réel à terme. Contrairement aux autres années, la présentation n'annonçait pas grand-chose de nouveau. La majorité des services présentés étaient déjà en développement, le nouveau masque de réalité virtuelle n'a même pas été officiellement présenté. C'est un peu comme s'il avait été coupé au montage. Cette présentation avait plutôt l'air de s'adresser aux concurrents et aux investisseurs. Elle dévoile une roadmap assez floue, mais annonce que des milliards de dollars vont être dépensés dans les années à venir pour atteindre ce nouvel objectif. Moi je dois avouer qu'en toute honnêteté, je trouve ça vraiment cool. Imagine que tu puisses jouer aux échecs en réalité augmentée avec ta mamie qui habite à l'autre bout du pays, le tout via une paire de lunettes connectées. Imagine que tu puisses te balader dans le corps humain en réalité virtuelle avec les commentaires d'un grand chirurgien en direct. Toi dans un amphi, lui posé dans son bureau à Washington DC. Quand on imagine ces scénarios, il y a de quoi me donner envie de retourner à l'école. Les usages que je viens de décrire sont techniquement déjà possibles. Même si beaucoup de masques de réalité virtuelle sont encore hors de portée du grand public, leur évolution ainsi que l'évolution des masques de réalité augmentée a évolué très vite ces dernières années. Pour rappel, les masques Oculus Rift V1 et HTC Vive sont sortis en 2016, c'est hyper court en termes d'innovation. Aujourd'hui, un des casques les plus intéressants à mon humble avis, c'est l'Oculus Quest 2 ou plutôt le Meta Quest 2.
Je l'ai acheté récemment et je dois dire que je suis vraiment bluffé par les sensations d'immersion proposées par un si petit appareil. Un appareil vendu à un prix entre guillemets abordable et qui n'a pas besoin d'un PC de gaming pour fonctionner. 350 €, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais pour la technologie qu'il embarque, c'est vraiment un bon tarif. Il paraîtrait même que Meta le vendrait à perte pour accélérer l'adoption de la réalité virtuelle. Bref, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je mets quand même un petit lien d'affiliation pour ceux que ça intéresse. Ne sait-on jamais, soutenir la chaîne et mettre un petit casque de réalité virtuelle sous le sapin, autant faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, si tu as envie d'une vidéo qui présente un peu les possibilités qu'offre cet appareil en termes de développement, n'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire. Concrètement, la vision de Meta va bien plus loin que les mondes virtuels dystopiques proposés par la science-fiction. L'objectif de Meta est de créer un métaverse fusionné avec la réalité. Ce monde sera accessible par le biais d'une multitude de manières. Dans un premier temps, via son smartphone, son ordinateur ou par un masque de réalité virtuelle. L'avenir verra peut-être l'apparition de nouvelles interfaces, des lunettes de réalité augmentée dans le form factor d'une paire de Ray-Ban par exemple, des capteurs sensoriels, des vestes à retour haptique ou voire même des implants. Ah, j'allais oublier les lentilles de contact connectées, mais bon, là je pense qu'on va vraiment très très loin dans le futur. Ces bons technologiques vont nécessiter des avancées majeures dans différents domaines. On peut par exemple citer l'optique. Pour la réalité augmentée, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à avoir un système qui vient couvrir totalement de manière opaque la réalité avec du virtuel. On peut aussi citer la 5G. C'est une technologie de communication qui permettra de couvrir les besoins en termes de bande passante pour ces nouveaux usages. Pour rappel, le métaverse n'a ni fin ni commencement. Ce n'est pas un jeu que l'on peut mettre en pause. Il n'est pas cantonné à un serveur pouvant accueillir seulement 128 joueurs. Tout se passe en temps réel, il continue d'évoluer même quand on est hors ligne. Il intègre aussi sa propre économie qui peut être ouverte ou non sur le monde réel. Tout ce qui est créé à l'intérieur de ce monde persiste. Il se doit de proposer une continuité entre les expériences. Bien, imagine que tu as acheté un skin Captain Dev sur Fortnite. Tu devrais pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle autre expérience à l'intérieur du métaverse. La vision proposée par Meta mettra des années avant d'arriver à maturité. Il n'y aura pas d'adoption de masse sans le développement d'appareils qui se fondent dans notre quotidien. Pour que les gens adhèrent, il faut briser les barrières à l'utilisation. À en croire la présentation de Zuckerberg, Meta compte allouer des ressources énormes pour arriver en premier. On parle d'environ 20 000 personnes et des milliards de dollars. Jusque-là, je me suis concentré sur Meta, mais ce n'est pas la seule entreprise dans la course. Au départ, il n'y aura pas un, mais plusieurs univers, ce qu'on peut peut-être appeler aujourd'hui des multivers. Chaque entreprise proposera des services autour de son domaine de prédilection. On peut alors imaginer Facebook pour la partie sociale, Epic Games et Unreal pour la partie gaming, Microsoft pour la partie professionnelle et compagnie. Une question subsiste. Arriveront-ils à créer une compatibilité entre les différents systèmes pour fusionner les multivers en un seul et unique métaverse? Comme tu t'en doutes, cela soulève différents problèmes. Qui sera chargé de la régulation? Comment gérer les dérives créées par ces nouveaux usages? Qui hébergera les serveurs? Pouvons-nous donner autant de pouvoir à des corporations privées? Que se passera-t-il si l'économie réelle devient trop dépendante d'un monde virtuel? À qui appartiennent les données et le contenu généré à l'intérieur du métaverse? La position de Meta sur le sujet reste assez floue. Si on se fie aux dernières présentations, ils ont pour but de construire des parties de l'infrastructure et de proposer des services sans pour autant s'approprier le projet. Sur ce point, je pense qu'ils ont raison. Ils auront besoin des autres acteurs de l'industrie pour aller au bout de leur vision. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Meta souhaite arriver le premier, leur survie en dépend. La création du métaverse a commencé bien avant l'annonce officielle de Meta, Microsoft et toute la clique. Quand Meta rachète Oculus VR en 2014, ce n'est pas juste pour décorer. L'adoption des smartphones a eu un impact énorme sur l'évolution de Facebook qui a détrôné MySpace et ses 230 millions de comptes en seulement quelques années. En l'espace de quelques mois ou années, nous sommes passés de simples statuts MSN au partage de photos, de vidéos prises avec nos smartphones dernier cri. Une seule plateforme avait anticipé l'arrivée d'Internet dans nos poches, c'était Facebook. Aujourd'hui, en perte de vitesse chez les plus jeunes, Facebook reste le réseau social le plus utilisé chez les plus de 40 ans. Il y a quelques années, Meta cherchait absolument à rester dans la course du web 2.0 au travers du rachat de WhatsApp, Instagram ou tout simplement en copiant Snapchat et TikTok. Oui, les stories et les réels, c'est complètement inspiré de la concurrence et ils ne s'en cachent même pas, estimant qu'il n'y a rien de mal à copier une bonne idée. La crainte de Mark Zuckerberg est de ne pas survivre à la prochaine révolution hardware. Comment continuer d'exister dans un monde où le smartphone n'est plus le premier moyen de communication? Développer une version réalité virtuelle de ces applications ne serait pas suffisant. Il faut créer de nouvelles expériences, proposer de nouveaux usages pour sortir du lot. La meilleure défense reste l'attaque.
Meta se doit d'être le premier pour continuer d'exister. Tout à l'heure on parlait du jeu Second Life, mais il y a tellement d'autres jeux ou expériences, voire même technologies qui peuvent te donner un aperçu de ce que pourrait être le métaverse. Si tu regardes un peu le buzz des crypto-monnaies, de la blockchain et des NFT, on commence un peu à sortir de la phase early adopter. Même si l'usage de ces technologies reste marginal pour une bonne partie de la population, elles seront au centre des usages du métaverse. La blockchain peut héberger tout un tas d'applications, mais elle peut aussi servir de tiers de confiance. Gravé dans le marbre que la rue de la Pète appartient dans la version métaverse de GTA V, clairement ça devient facile. Les NFT seront aussi un des piliers de l'économie du métaverse. Pour schématiser, les NFT ce sont des jetons uniques qui permettent de matérialiser la possession d'un asset pour le moment numérique. Leur fonctionnement se repose sur la blockchain. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet d'avoir la certitude que le jeton appartient à telle ou telle personne. Et si tu as un peu suivi l'actualité dernièrement, ces jetons peuvent valoir très très cher. On parle de plusieurs millions pour les plus chers. On peut facilement imaginer qu'il sera possible de débloquer des NFT via des achats par exemple, et ce peu importe qu'ils aient été faits dans le monde réel ou dans le métaverse. Utiliser ton costume de Squid Game à la fois dans Fortnite et GTA, ça peut être sympa. Dans ce domaine, on commence aussi à comprendre que l'ambition de Meta n'est pas si nouvelle. Si l'on met de côté les mémos internes expliquant la vision du métaverse aux employés, on peut se souvenir que Facebook a tenté de lancer une crypto-monnaie. Le projet Libra a été tué dans l'œuf par les régulateurs. Concrètement, aucun gouvernement n'a intérêt à ce que Meta développe une monnaie électronique. Depuis, le projet a été renommé Diem, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aboutir, mais je serais pas étonné de le voir ressortir à l'approche d'une première version du métaverse. L'industrie du jeu vidéo fera elle aussi partie intégrante de ces nouveaux enjeux. On va mettre de côté la partie blockchain et les play to earn. Je parle bien des anciens jeux qui, chacun à leur niveau, ont repoussé les limites du possible. Les MMORPG par exemple. Bien que présents depuis plus d'une vingtaine d'années, ils ont instauré le fait qu'un jeu vidéo est une expérience qui peut être partagée par des milliers de joueurs en simultané. Tu te souviens de ce jeu là où il fallait gratter des petites cases sur un cube? Je crois que ça s'appelait Curiosity de Peter Molineux, où en fait tous les joueurs jouaient sur une seule et même session. Il y avait des milliards de tuiles à gratter. Et bah ce jeu là, c'était une expérience vraiment unique qui a rassemblé des millions, voire des centaines de millions de joueurs. Qui se souvient de World of Warcraft par exemple? Si t'as plus de 30 ans, tu dois te souvenir de ce jeu. Une vraie vie parallèle. J'y ai joué pendant seulement 2 semaines au lycée. J'ai arrêté parce que j'avais cumulé 48 heures de jeu en 2 semaines. Le jeu rassemblait des millions de joueurs, mais pas sur un seul serveur évidemment. On pouvait même acheter des artefacts ou des pièces d'or sur eBay. On a tous ce pote qui faisait n'importe quoi pour 3 pièces d'or. Dans la série des jeux qui ont marqué leur genre, on peut aussi facilement nommer Minecraft. Certains se sont attelés à recréer l'univers du Seigneur des Anneaux dans les moindres détails. Des années de travail, une quantité astronomique de contenu généré par les joueurs eux-mêmes en utilisant les mécaniques du jeu. Donc les gars ont passé tout leur temps libre à recréer la forteresse de Minas Tirith pendant que d'autres s'ambiancent au concert de Travis Scott dans Fortnite. 27 millions de joueurs ont pu assister à la prestation de Travis Scott sur une période de 3 jours seulement. Des chiffres énormes, des chiffres incomparables avec les possibilités du monde réel. Pour couronner le tout, les sons présentés dans cette expérience étaient tous numéro 1 du streaming dans les jours qui ont suivi. De quoi flouter un peu plus les barrières entre le réel et le virtuel. Bref, tu l'auras compris, la liste est longue, mais je pouvais pas continuer sans citer Pokémon Go. Le seul jeu au monde qui t'a fait quitter le confort de ton canapé pour aller te balader en ville. C'était une expérience vraiment à part, mais il n'est pas pour autant à mettre dans la case réalité virtuelle. Déjà, la caméra n'était pas obligatoire pour jouer, et l'aspect réalité virtuelle n'avait pas d'incidence sur le gameplay. C'était un jeu basé sur la position géographique, un location-based game. Développé par le studio Niantic, racheté plus tard par Google ou Alphabet, on sait plus trop, le jeu a habilement mêlé le virtuel au réel. Les dernières avancées dans le cloud gaming nous montrent que la possibilité de générer un monde virtuel complexe est proche. Google avec Stadia, Microsoft avec les décors générés dans le cloud pour son jeu Flight Simulator ou encore les expériences d'NVIDIA. Ils sont tous en train de plancher sur les technologies qui permettront au métaverse de demain d'exister. Avec chaque nouvelle technologie arrive son lot de dérives. C'est en partie pour cette raison que peu de gens sont enthousiastes à passer leur avenir dans un monde virtuel contrôlé par des corporations. Je mets volontairement de côté les acronymes GAFAM et FANG et compagnie. Personne ne peut dire réellement qui sortira vainqueur de cette course effrénée. Premier arrivé, premier service, comme dit le dicton. La plupart des définitions s'accordent sur un métaverse ouvert et décentralisé. Mais dans cette hypothèse, il serait en théorie compliqué pour une corporation comme Meta d'exercer un contrôle absolu sur la plateforme. Il est encore trop tôt pour le dire, mais on sait que Meta prévoirait de mettre l'interopérabilité et la vie privée au centre de leur démarche. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? La question reste ouverte. D'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Personnellement, je pense pas qu'on puisse avoir une confiance absolue. Pour autant, les possibilités offertes par ce nouveau type de plateforme me poussent clairement à accepter le deal. J'utilise Google Maps dès que je prends la voiture. Je me doute que l'utilisation de mes données leur apporte de l'argent, mais le service est tellement abouti que je peux difficilement m'en passer. Quand on voit l'ampleur que peut prendre le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est à se demander si nous avons vraiment besoin de nouvelles plateformes si immersives.
Imagine que tu vois apparaître les personnes qui te pourrissent la vie en hologramme toutes les 10 minutes. Avec ces nouveaux usages, il faudra absolument imaginer de nouveaux moyens de protéger les utilisateurs et surtout les plus jeunes. On aime beaucoup taper sur Mark Zuckerberg par rapport aux différentes casseroles de Facebook, mais on oublie que la cause principale de problème, c'est souvent les utilisateurs. Les plateformes, ça reste des outils. Elles peuvent être utiles pour connecter les gens entre eux, les rassembler, les éduquer, les divertir, ou bien stalker, harceler et discréditer. Je cherche pas à prendre la défense de Facebook, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces technologies sont des outils. Un outil, ça n'a pas d'opinion, ça n'a pas de préjugés. Bon, enfin presque, quand tu regardes ce que font certains algorithmes. Si on arrive à créer un métaverse mature dans les années qui arrivent, on assistera à une création massive de richesses. Les opportunités de création de business vont exploser. C'est ce qu'on appelle la creator economy. Le rappeur Tory Lanez a vendu 1 million de copies de son album sous forme de NFT en seulement 57 secondes. Vendu 1 $ pièce, il a donc généré un chiffre d'affaires de 1 million de dollars en moins d'1 minute. Une très belle rente pour un créateur de contenu ou pour un musicien, je te l'accorde. Les fans y trouvent aussi leur compte. 1 $, c'est vraiment abordable pour un album en version numérique. S'il a bien configuré ses NFT, il peut aussi récupérer des royalties sur chaque revente de ses albums et générer une rente sur le long terme autour de sa musique. Sur un modèle similaire, t'as même plus besoin de maison de disques. En tant que développeur, on fait partie des profils qui pourront évoluer vers la création d'assets numériques. Que ce soit des smart contracts sur la blockchain, des NFT, des back-ends connectés au Web3, des applications VR, des applications AR, voire des technos qui n'existent même pas encore ou qu'on ne saurait imaginer. On l'a bien vu avec la hype des NFT en 2021, les choses évoluent très vite. Demain, on peut largement imaginer qu'une marque comme Nike te donne un NFT pour chaque paire de baskets achetées. Tu pourras alors porter la même paire dans les deux mondes. Je dois avouer que je trouve ça assez stylé. Tout ce qui sera rare aura de la valeur et ce peu importe que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. Les possibilités sont quasi infinies. C'est vraiment cette partie du métaverse qui me hype le plus. Des nouveaux usages, des nouveaux métiers, une révolution de l'industrie où tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses que c'est juste un buzzword de plus, une mode qui finira par passer ou l'aube d'une nouvelle ère? J'attends ton avis en commentaire et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et de la partager à un maximum de personnes. C'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt sur le Captain Verse. Ciao.